Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous nous rendrons sur le chantier de la basilique Saint-Donatien. Près d'un an après l'incendie de sa toiture, le travail de restauration suit son cours. À Trentemoux, le projet de chaufferie inquiète les riverains. Ils craignent que la combustion de bois ne rejette des particules toxiques dans le voisinage. Enfin, vous redécouvrirez la cantine du voyage à Nantes. Elle rouvre ses portes ce mardi avec quelques nouveautés. Mais avant cela, depuis des semaines et à chaque manifestation contre la loi El Khomri, manifestants et forces de l'ordre paient un lourd tribut depuis le début de la mobilisation le 9 mars. 67 blessés sont à déplorer chez les policiers et gendarmes. Rien qu'hier, mardi, 13 personnes ont été interpellées et 7 policiers ont été blessés, dont un grièvement. En réaction, ce mercredi, une conférence de presse exceptionnelle était organisée par la direction départementale de la sécurité publique. Elle considère qu'un cap a été franchi dans la violence de ces manifs. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Bertrand au micro d'Yannick Lenné. L'agression sauvage, car il n'y a pas d'autre qualificatif que celui-là dont a été victime un de nos commandants hier, qui a été entouré par 5-6 individus qui l'ont porté des coups, qui l'ont projeté à terre. Une fois à terre, continué à porter des coups, lui ont enlevé son casque pour pouvoir mieux le frapper à la tête. C'est un phénomène, je veux dire, inédit. On n'avait pas assisté à un acte de sauvagerie de cette nature-là depuis très longtemps sur Nantes. On a à Nantes aujourd'hui un refus des organisations syndicales représentatives de dialoguer avec la puissance publique dans le cadre des manifestations, alors même qu'on a une obligation légale de déclaration des manifestations qui s'impose à tout le monde. Quand on voit aujourd'hui la violence des manifestations, je veux dire, on ne peut plus, me semble-t-il, de bonne foi, se refuser à un tel dialogue. Sinon, quelque part, on est complice objectivement des casseurs. Et le policier gravement blessé est depuis rentré chez lui. 5 jours d'ITT au moins lui ont été prescrits. Et autre fait de violence à Nantes, lundi soir dans le quartier Malakoff, un groupe de 5 individus armés a fait feu dans un local associatif. Une dizaine de jeunes étaient présents, 3 ont été blessés, dont 2 légèrement aux jambes. Le 3e plus sérieusement à la hanche. Ces jours ne sont pas en danger. Les assaillants sont quasiment immédiatement repartis. Les enquêteurs ignorent encore les raisons de cet acte. À Nantes, c'est l'incendie le plus spectaculaire depuis celui de la cathédrale en 1972. En juin dernier, le toit de la basilique Saint-Donatien partait en fumée, mobilisant 40 pompiers. Presque un an plus tard, l'église pense peu à peu ses plaies. Le site a été sécurisé. Le chantier est entré dans sa 3e phase. Objectif, évacuer les restes de la charpente carbonisée et continuer le travail de restauration. Anaïs Michaud. Un parapluie de la taille d'un terrain de handball. C'est cette immense couverture en métal qui a permis de mettre le bâtiment hors d'eau. Ici, nous nous trouvons à 30 mètres du sol, au-dessus du chœur. La voûte porte encore les stigmates de l'incendie. Au moment de l'incendie, la charpente s'est écroulée et donc ça a fait des perforations directement sur les pierres de tuffeau on le voyait en dessous, on voyait ces pièces de bois qui traversaient la voûte. Et là maintenant, comme on a enlevé la pièce de bois, on retrouve effectivement le trou qui est apparent. Partout, on trouve du bois calciné. Les poutres ont été tronçonnées pour être évacuées. De l'autre côté, une partie de la charpente est toujours en place et sera conservée si son état le permet. À l'intérieur de l'église, c'est une forêt d'échafaudage pour étayer les voûtes. Place maintenant à la phase de diagnostic. L'analyse de la qualité des pierres qui constituent les voûtes pour vérifier qu'elles peuvent tenir dans le temps. Et par rapport aux résultats qu'on aura suivant les zonages qu'on aura, on effectuera les remplacements des pierres, soit partiellement, soit totalement, ou soit pas du tout. Une dizaine de personnes travaillent chaque jour sur le chantier. Et prendre de la hauteur permet parfois de faire des découvertes étonnantes. Notamment des inscriptions qui sont à une vingtaine de mètres, 20-25 mètres dans l'église et qui en réalité ne sont pas peintes sur la pierre mais ce sont des toiles tendues qui ont été peintes et on l'a découvert en montant les échafaudages. Un peu moins d'un an et 2,8 millions d'euros auront été nécessaires pour sécuriser la basilique. Les réparations devraient être terminées en début d'année prochaine, puis une phase de restauration viendra clore le chantier pour une réouverture prévue fin 2019. À Trentemoux, un collectif de riverains s'oppose à la mise en service d'une chaufferie sur le site de la Californie. Une installation de ce type existe déjà à Nantes, à la Prairie de Mauve. Son objectif, étendre le réseau de chaleur nantais et réduire les émissions de CO2 par habitant. Une deuxième chaufferie est donc en projet, mais certains Trentemousiens craignent pour leur santé. La chaufferie fonctionne grâce à la combustion de gaz, de biomasse et de bois. Selon le collectif, elle produirait des particules toxiques. Les explications de Jean-Michel Naga.
À l'entrée du quartier 30 Mous de Rezé, le chantier est déjà bien lancé. D'ici 2019, une chaufferie bois devrait être mise en service. L'objectif est écologique, réduire les émissions de CO2. Mais les riverains s'inquiètent pour leur santé. L'enquête publique vient tout juste de se terminer. Ils n'en savaient rien et ils se demandent surtout quel type de bois est censé être utilisé dans cette chaufferie. Ce sont des déchets dits verts, mais qui peuvent être du tout venant de la déchetterie. Une fois que vous brûlez ça, en termes d'impact de pollution, de plomb, de soufre, de dioxine, tous ces éléments se retrouvent dans les fumées et polluent l'atmosphère. Le collectif d'habitants a créé une page sur Facebook et document officiel à appui. Ils décrivent un énorme pot d'échappement à 200 mètres des habitations. Leur pétition a rassemblé plus de 180 signatures en l'espace de 2 jours seulement. Nantes Métropole assure pourtant que toutes les précautions seront prises, comme pour l'autre chaufferie de Malakoff. Quand on brûle du bois, il y a des particules fines qu'on réduit au minimum et on est uniquement sur des bois non traités. Ce qui est important parce qu'effectivement, on a une industrie du bois qui est importante, mais on ne pourrait pas avoir des produits chimiques dans le bois. D'une part, les cheminées et les filtres seraient totalement saturés et puis par rapport à la protection de la santé des riverains, ça ne serait pas une option non plus. Nantes Métropole reconnaît un manque d'informations sur ce dossier et promet une réunion publique au plus vite pour tenter de calmer les inquiétudes des habitants concernés à Nantes, Rezé et Bougnay. Pour le volleyball Nantes, le mercato d'été a déjà commencé. Le club vient d'annoncer le départ de 2 joueuses. Les américaines Nia Grant et Catherine Arms quittent le club. Dans un communiqué, la direction explique que le staff technique a décidé de prendre d'autres orientations et donc libère les 2 joueuses. Cette année, Nia Grant a disputé 20 matchs avec le club de Saint-Joseph de Porterie, 21 matchs pour Catherine Arms. Cette saison, le VBN a terminé 8e de Liga, se qualifiant pour les playoffs avant de chuter en quart de finale face au RC Cannes. Ce mardi, c'était la 7e édition de Cité Foot à Nantes. 24 clubs de la ville et du département se sont affrontés. 240 joueurs entre 12 et 13 ans ont participé sur la pelouse de Marcel Sopin. Une compétition basée sur la tolérance, l'intégration et le respect de la différence. Je vous propose d'écouter Philippe Grondin de Cité Foot au micro d'Yannick Lenné. On est programmé non pas dans un esprit, de compétition, mais vraiment un esprit de fair play, de respect, de mettre en avant toutes les valeurs du sport. Et donc ce tournoi se déroule en auto-arbitrage. Ce sont les jeunes qui s'auto-arbitrent et gérés quand même avec un arbitre désigné au départ qui lui n'intervient qu'en cas de conflit. Le bilan que l'on peut en faire au travers de toutes ces valeurs qu'on essaye de véhiculer au travers de ce plan Cité Foot, c'est bien évidemment une diminution des incivilités, de toute forme de violence sur les terrains, principalement pour les clubs Cité Foot. Le voyage à Nantes commencera le 1er juillet prochain, mais certains lieux ouvrent en avant-première. Exemple avec la cantine du Van. Ce mercredi, elle a réouvert ses portes après une longue trêve hivernale. Les ingrédients restent les mêmes entre design, menu unique et baby-foot, mais les organisateurs ont présenté quelques petites nouveautés pour cette édition 2016. C'est un reportage de Mathias Hubert. Dernière finition et dernier coup de chiffon pour la désormais célèbre cantine du Van. Les organisateurs ont cette année décidé de garder la même formule, mais avec tout de même de belles nouveautés au programme. Le skatodrome a quitté ses quartiers d'hiver pour venir s'installer à la cantine. Le terrain de jeu sera libre d'accès tous les jours jusqu'au 2 octobre. Juste à côté, s'est installé le potager de la cantine. Dans cet espace de 900 mètres carrés, ouvert à tous, on cultive tomates, salades ou concombres, autant d'ingrédients qui composeront les salades de la cantine. On produit, mais en même temps, on a des interactions avec tous les gens qui se baladent. Et c'est très très riche, humainement, autant que culturellement, mais au niveau agriculture. L'année dernière, c'est à peu près 90 000 couverts que nous avons servis. On pense qu'il y a 200 000 personnes qui sont passées au total, au bar, au restaurant. Donc on peut dire que quasiment la population nantaise connaît ce lieu. Mais ce succès n'impacte-t-il pas les restaurateurs alentours ? Je pense qu'il ne faut pas opposer le monde professionnel de la restauration avec la cantine. La cantine offre un plus. Et il est probable d'ailleurs qu'une partie des touristes qui viennent à la cantine une fois dans la semaine, par exemple, iront plusieurs fois chez les restaurateurs. La cantine du Van sera ouverte tous les jours jusqu'au 2 octobre. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de faire la connaissance du petit dernier dans la grande famille du bioparc de Douai-la-Fontaine. Karami, ce girafon mâle né dans la nuit du 2 au 3 mai dernier. En nigérien, Karami signifie petit.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À lundi pour un nouveau 18h Info.